Et ben la voilà, enfin notre piscine de chiasse, ce monticule de vomi catchesque. Bienvenue à tous, bienvenue sur la clinique. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2019 et il y a 20 ans, jour pour jour, la WCW nous présentait son pay-per-view Great American Bash en direct de Baltimore, qui était la ville qui accueillait le pay-per-view Great American Bash depuis 1988. Nous sommes devant, alors qu'est-ce que j'ai noté ? Nous sommes devant 11 672 personnes et ce pay-per-view, vous allez déjà voir que ça commence assez mal, a été acheté par 185 000 personnes, enfin en tout cas 185 000 achats, ce qui est une baisse considérable par rapport à, par exemple, ne serait-ce que 4 mois auparavant, lors de Super Brawl 9, même s'il avait été main eventé par Hogan contre Flair, ce qui est un pay-per-view, un main event différent de celui-ci. Super Brawl 9 avait été acheté en pay-per-view à 485 000 occasions, ce qui fait qu'en 4 mois seulement, les mecs, ils ont réussi à perdre 300 000 acheteurs. Alors, ça va être assez compliqué de se faire le show comme ça, mais je vais me permettre une petite analogie comme ça, pleine de panache. Pour moi, Great American Bash 99, c'est effectivement c'est un petit peu une horreur, quoi, mais il faut surtout pas l'oublier pour se rappeler à quel point on a de la chance aujourd'hui encore. C'est un petit peu comme l'élimination de la France de la Coupe du Monde 1994, lorsqu'en novembre 93, ils ont perdu contre la Bulgarie à la dernière seconde avec ce but de Kostadinov. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu la même chose. C'est de la merde, c'est horrible, on veut l'oublier, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Et plus que peut-être rentrer dans le détail de beaucoup de matchs, parce que là, le plus vite on va passer sur les combats, le mieux ce sera. On va voir ensemble tous ces petits éléments là, ces tonnes d'éléments qui, mis bout à bout, nous permettent de comprendre à quel point la WCW de l'époque était sur une tangente horrible. Et puis on va le voir jusqu'à la fin de la WCW en mars 2001, donc on en a jusqu'en mars 2021 ensemble sur la clinique. On va voir que de show en show, les mecs qui... Je sais pas quel est le processus de réflexion, quel est le processus mental qui fait qu'ils arrivent après à avoir quand même, je veux dire, ils se sont posés, les writers, les bookers, ils se sont posés autour d'une table, ils ont réfléchi, et à la fin de tout ce qu'ils ont mis sur le papier, toutes leurs discussions, toutes les bonnes idées, ils sont arrivés à ce résultat final, quoi. C'est ça qui est ouf. Franchement, je vous le dis dès le début. Si vous ne regardez pas ce show, alors regardez quand même la review, hein, parce que vous allez voir que franchement, c'est le cirque, c'est un putain de cirque. Pour ce qui est du pay-per-view, si vous ne le regardez pas, sauf si vous le regardez en ayant vu cette review, juste pour voir cet accident de voiture grandeur nature, pour voir un petit peu quelle est l'étendue des dégâts, ou alors, à la limite, regardez-le entre potes, parce que franchement, c'est drôle. Une petite bière, des chips, Doritos, voilà mon conseil. Quelques potes, Coca Zero, non, pas Coca Zero, Pepsi Max, Mountain Dew, ou alors un panaché Force 4, avec des Doritos au nacho cheese et du Milka au daim. Voilà, entre potes, et puis là on est parti pour une franche tranche de rigolade. Si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas de potes avec qui regarder ce show, à part pour comparer la review avec le show en lui-même, si vous ne le regardez pas, je peux vous le dire tout de suite, vous ne ratez rien, mais genre rien de l'histoire du catch. Donc c'est pas la peine de le regarder. Regardez la review, parce qu'on va bien se marrer, mais ne regardez pas ce show. Sauf pour des raisons évidemment un petit peu perverses et autres. Donc là c'est vrai qu'on a la WCW, la mauvaise WCW, franchement presque à son meilleur. Alors le pay-per-view, il commence par un petit clip d'1 minute 30 qui récap la feud entre Randy Savage et Kevin Nash, qui sera le main event de la soirée. Feud pendant laquelle on ne sait pas qui, mais quelqu'un a conduit un gros Hummer blanc, il a défoncé la limousine de Kevin Nash, qui a donc été, entre guillemets, blessé. Et après ça, en fait, le show ne commence pas, donc c'est juste 1 minute sur cette feud. Ensuite, on est accueilli par Tony Schiavone, Mike Tenay et Bobby the Brain Heenan, qui nous accueillent en début de pay-per-view. Et ensuite, alors là, je sais, voilà, ça commence quoi. Ensuite, on a de nouveau un clip, mais qui lui va être le clip global de tout le pay-per-view, donc toutes les feuds, et directement après ce clip. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a même pas de pause entre les deux. Direct après ce clip, il y a le clip de présentation de la feud Brian Knobbs contre Hack, Hardcore Hack,
qui était le Sandman à la ECW. Donc, début de show, je comprends pas ce qu'ils foutent, les gars. En plus, c'est extrêmement bizarre de voir ce clip qui commence par la feud Hack-Brian Knobbs. Ensuite, il y a toutes les autres rivalités qui sont énumérées. Et ensuite, de nouveau, mais franchement, je vous le dis, hein, visuellement, ça s'enchaîne direct. Et en plus de ça, franchement, commencer le pay-per-view par un match hardcore, on l'a vu à Spring Stampede, on l'a vu à Slamboree 99, c'est pas du tout la bonne idée. Et d'ailleurs, dans ce clip, il y a franchement, ce show, c'est franchement génial. Je pense que je vais passer 3 plombes à vous parler de tout ça, plus que d'habitude, mais vous allez voir que c'est pour la bonne cause. Pendant ce clip Hack Brian Knobbs, il y a Jimmy Hart qui veut recréer la First Family, blablabla. Bon, on va pas rentrer dans les détails de ce que c'était. Mais à un moment, il y a un petit passage d'interview, il y a Brian Knobbs qui dit « Ouais, donc Brian Knobbs, un des 2 Nasty Boys à la WWF dans les années 90, il dit « Ouais, je suis tellement nasty que moi, ma réponse, je vais réfléchir. » Donc, les mecs, quoi, c'est tellement horrible, enfin bon, bref. Par contre, là où ils m'ont fait un petit peu mentir, c'est que finalement, le match hardcore, c'était pas aussi horrible que ce que je pensais pour commencer le pay-per-view, parce que d'une part, le match était relativement court, il a duré 5 minutes, il a été remporté par Hack, donc remporté par le babyface, même si je lui ai mis que 1 point de suture. Voilà, ça dure que 5 minutes, la foule est relativement dedans, et ça permet d'avoir un début de show, voilà, moins horrible que ce que je pensais quand j'ai vu que direct les gars ils enchaînaient avec cette feud. Alors aussi aux commentaires, il y a, comment il s'appelle l'autre, Tony Schiavone, qui nous dit, oui parce qu'il y a eu une intervention après avec Hugh Morris, donc Bill DeMott qui avait été longtemps coach au Performance Center de la WWE, et qui intervient après la fin du match, et on va voir en fin de pay-per-view pourquoi c'est bien de faire les interventions après un finish clean. Donc il arrive, et puis je sais plus ce qui se passe, franchement il y a pas mal de choses quand même que j'ai essayé d'effacer de ma mémoire. Et puis là il y a, comment il s'appelle, Tony Schiavone, donc il dit « Ouais, c'est le first swerve of the night ». Donc un swerve c'est un truc à travers lequel en fait on fait une chose à laquelle vraiment personne ne s'attendait. Mais un swerve, en général, il faut l'utiliser vraiment avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de parcimonie, parce que faire trop de swerve, finalement, les gens ils vont se dire « Ah, ils se foutent de notre gueule, ils nous emmènent trop sur des terrains, des terrains glissants qu'on s'imaginait pas du tout au début. » Alors rien que le fait qu'ils disent « le first swerve of the night », ça veut dire que, a priori, ils vont reproduire quelque chose qu'il faut surtout pas reproduire trop fréquemment. Et en plus de ça, maintenant de manière rétrospective, il n'y a pas d'autre swerve pendant cette soirée. Donc on est même pas à 10 minutes de pay-per-view, vous voyez où est-ce qu'on en est quoi. Sinon, on avait des plans qui montrent la foule, et à un moment, il y a un gars qui ressemble étrangement à Mark Zuckerberg. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai refait un petit peu une chronologie Facebook dans ma tête entre ce pay-per-view et le moment où je me suis inscrit sur Facebook en 2007. Et entre le moment... Enfin voilà, il y a combien ? Il y a 8 ans. Et entre le moment où je me suis inscrit sur Facebook, pour moi c'était il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui, il y a 12 ans, donc 50% de temps en plus, ce qui montre que, je sais pas, le temps passe d'une manière extrêmement chelou, franchement. Ensuite, on enchaîne avec Van Hammer contre Mikey Whipwreck. Donc Van Hammer qui fait peut-être 40 kg de muscles de plus que Mikey Whipwreck. Le match dure 9 minutes, c'est relativement long, surtout que c'était un squash, donc Van Hammer qui domine de bout en bout. J'ai mis 1 point de suture, mais c'est pour le principe. De quoi je me souviens ? Oui, alors, il y a des moments, Van Hammer, il triche. Donc, qu'on soit d'accord, la triche dans un match de catch, c'est pour arriver à faire ce que, sans la triche, on ne serait pas capable de faire. Donc là, le mec, il l'explose, il le domine pendant 5 minutes. Tout d'un coup, il le met dans dans la abdominal stretch, donc dans une prise du maquis, et ensuite il triche en tirant la corde derrière. Donc, j'essaye souvent de me mettre dans la peau d'un mec qui ne regarde pas souvent de catch, ou même jamais, qui va regarder avec ses potes, quelles sont les questions qu'il va se poser. Et là, il va se dire, pourquoi est-ce que ce mec qui lui casse la gueule non-stop depuis 5 minutes, pourquoi est-ce qu'il se met à tricher alors qu'il aurait très bien pu terminer le match depuis assez longtemps ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Bah oui, c'est la première fois du show qu'on a des boring chants dans la foule, donc là-dessus, rien d'étonnant.
Puis voilà, c'est à peu près. Ensuite, on a Disco Inferno contre Buff Bagwell. Le match va durer 11 minutes. Il se passe quasiment rien dans le match, mais je lui ai quand même mis 2 points de suture parce que je tiens à souligner on va dire la bonne psychologie du combat, où pour le coup, ils ont fait beaucoup moins. Franchement, les 5-6 premières minutes, je crois qu'il y a eu que quelques close lines et à chaque fois que des coups d'épaule. Donc, catchistiquement parlant, il y avait franchement que dalle. Mais ça a permis aussi à la foule de rester bien éveillée, parce qu'à ce moment-là, quand ils faisaient un truc, genre le buff blockbuster en finish ou d'autres moves de Disco Inferno, bah du coup ça sortait un petit peu du loup, putain le gars, vous voyez comme je suis perturbé. Bref voilà, honnêtement ça avait très mal commencé. Au bout de 4-5 minutes je me suis dit putain mais quelle catastrophe. Et finalement ce match c'était une légère surprise, mais parce que voilà, c'était du catch extrêmement simpliste, extrêmement classique, extrêmement ils ont rien fait, et ça montre qu'on n'a pas besoin de faire grand chose pour que ce soit mieux que le match de Van Hammer où il a cassé la gueule. Ils ont essayé de faire 30 000 trucs où ça marchait pas, et mieux que bien des choses qui vont suivre dans ce pay-per-view. Ensuite, on a Kurt Hennig et Bobby Duncombe Jr. contre Conan et Rey Mysterio. Le match dure 11 minutes. Conan et Rey Mysterio, ils ont des salopettes qui sont beaucoup trop grandes. Quand je le vois, ça m'énerve. J'ai envie de tirer là sur les bretelles pour un petit peu serrer le truc. Enfin, je me sens vachement mal à l'aise physiquement quand je vois les gars. Je me dis, c'est pas du tout agréable. C'est comme quand je vois un mec qui marche dans la rue avec un jean slim. Le gars, il a des grosses cuisses. Des fois, il a un gros yonf, tu vois. Il a son téléphone, les clés, tout qui est bloqué dans les poches. J'ai envie de tirer. J'ai envie de dire, mais achète-toi des fringues normales, quoi. C'est extrêmement inconfortable visuellement, je veux dire. Et là, c'était un petit peu pareil. Au début du combat, il y a Conan et Rey Mysterio qui prennent le micro, et Rey Mysterio fait une espèce de dédicace au No Limit Soldier, qui était un groupe de rappeurs mené par, comment il s'appelle, Master P, un des plus grands rappeurs de l'histoire. Dédicace à toi, Dimitri. Qui, on va voir un petit peu en fin de match aussi, il y aura une intervention. Donc il fait une espèce de dédicace comme ça, et il crie dans le micro, c'est extrêmement malaisant. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc en fait, ouais, le match, grosso modo, pour les 2 tiers, presque les 3 quarts, c'est Rey Mysterio qui se fait défoncer. Pendant qu'il se fait défoncer, à un moment, il y a, comment il s'appelle, Kurt Hennig, qui fait la pause, là, vous savez, à la Rick Rude, et il fait un hommage. C'est vrai que c'est assez rare de voir ça en live, en pay-per-view. Rick Rude à l'époque était décédé en avril 99, donc depuis il y avait déjà eu Slamboree, mais je sais même plus si Kurt Hennig avait catché lors de Slamboree, bref, peu importe. Sinon c'est la première fois de la soirée qu'on voit des triches devant l'arbitre, et il fait genre il a rien vu, donc ça a le don de m'énerver à un point. À ce niveau-là, on a aussi un hot tag. Donc le hot tag, c'est le moment où le babyface arrive enfin à faire le changement, pour le plus grand plaisir de la foule, sauf qu'ici l'arbitre il ne l'a pas vu. Soit si c'est bien fait, mais là, deuxième fois dans le même combat, l'arbitre, c'était impossible de pas le voir, donc c'était absolument horrible, franchement. Allez, on va... Ouais, deuxième chant où il y a eu des chants boring, deuxième match où il y a eu des chants boring. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, aussi, en plus ça vient de Rey Mysterio et Kurt Hennig, c'est pas... Soit les mecs, ils en avaient rien à foutre, mais... Niveau crédibilité dans un combat de catch, quand quelqu'un est nettement plus petit physiquement qu'un autre, il ne faut surtout jamais qu'il arrive à faire une projection dans le coin ou une projection dans les cordes. Si un tout petit va lancer un beaucoup plus gros, qui va tenter de le balancer, l'autre va systématiquement, renversé, tout simplement parce que l'autre est trop petit pour le faire. Là, Rey Mysterio, donc oui, il prend Kurt Hennig et hop, il l'envoie dans l'autre coin. Donc, est-ce que les gars, ils en avaient tellement rien à foutre? Enfin, franchement, je suis arrivé au point où je me dis c'est possible, quoi. Kurt Hennig, il se laisse balancer à travers le ring. Et ensuite, allez, on va arriver à la fin du match. Qu'est-ce que j'ai mis comme note? Ah oui, j'ai mis 2 points de suture parce que, voilà, la fin était plutôt sympa, bien animée, avec une intervention de Big Swole. Donc c'est le garde des corps de Master P des No Limit Soldier, qui était donc ce groupe par extension de Conan, Rey Mysterio, Billy Kidman aussi, je sais même plus. Franchement, ils m'ont mis le cerveau à l'envers avec ce pay-per-view, et
après l'intervention. Finalement, Rey Mysterio gagne avec un leg drop. Allez, on passe à la suite parce que j'en peux plus. Oh putain, merde. Bon, The Cat, Ernest Miller contre Horace Hogan. Pour ceux qui savent qui sont ces deux catcheurs, on est en pay-per-view. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'est-ce qui se passe? La suite. La suite, c'est Piper contre Ric Flair. Oh merde. En revanche de Slamboree 99, match qui s'était terminé par disqualification, je crois. Celui-ci ne dure que 8 minutes. Il n'y a pas de foule. C'est 1000 fois moins bien. Pas que Slamboree ait été vachement mieux, mais Slamboree avait beaucoup d'atémie, ça bougeait un peu. Au moins, Slamboree, même s'il y avait beaucoup de matchs pourris, hein, il me semble que de mémoire, j'ai mis beaucoup de 1 point de suture et demi. Là, au moins, la foule, elle était dedans. Là, dans ce show, en plus de tout ça, la foule est complètement dead. Ah, il y a un spot fabuleux de Ric Flair qui catch un petit peu avec le cul à l'air. À un moment, ça me rappelait... en mai 2013, j'avais fait pareil dans un match avec Tenqua, qui est un des grands, enfin un des plus grands catcheurs hollandais, on va dire, des 10 dernières années. Un très bon pote d'ailleurs de Aleister Black. Et tiens, je vais vous mettre peut-être quelques petits extraits. Donc ouais, il y a eu ce spot. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Piper a vraiment l'air d'un vieillard dans ce combat, beaucoup plus que le mois précédent. Alors qu'il a que combien, 49 ans. Ensuite, à la fin du match, Ric Flair prend un coup de poing américain. Il met un coup à Roddy Piper qui se dégage à 2,9. Ensuite, Piper enchaîne avec le figure 4 leg lock. Et là, tout d'un coup, la foule se lève d'un seul homme. Ça hurle dans tous les sens. Et premier truc positif du show, la caméra ne bouge pas. On voit que Arn Anderson, Ric Flair et Piper à l'image. Comme ça, on voit la foule, on voit que ça hurle. Donc on sait qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Et pourtant... Et ben, la production, ils ont pris la bonne décision de ne pas bouger le plan de caméra pour nous garder la surprise jusqu'au dernier moment. Et la surprise, qu'est-ce que c'est? C'est Buff Bagwell qui intervient. Donc la foule, franchement, moi je m'attendais à un big name, je m'attendais à vraiment quelqu'un d'autre, un gros main eventer ou un retour de star ou un truc dans le genre, mais absolument pas Buff Bagwell, que en plus on vient de voir il y a une demi-heure, donc... Voilà, bon, à la limite, tant mieux. Et là, Buff Bagwell, il arrive et il frappe Ric Flair. Disqualification de Roddy Piper. On rappelle que l'enjeu du match, quand même, c'est que le gagnant reprend le contrôle, devient président de la WCW. Donc là, je m'imagine dans un match contre Ric Flair. Hein, bon, très hypothétique. Je m'imagine dans un match contre Ric Flair. Si je le bats, je deviens président de la WCW. S'il y a un mec qui vient foutre la merde et me faire disqualifier... ou me faire perdre le match par disqualification, franchement, ça va chier, quoi. Et là, il arrive, donc Bagwell frappe Ric Flair, et Ric Flair gagne par, une fois de plus, disqualification. Donc là, WCW, dans la nuit des temps, maintenant vous commencez à comprendre que les finishes clean, c'était pas vraiment leur fort. Et donc là, en plus de ça, donc moi quand je vois ça, je me dis, mais quel con, il fait perdre son pote, parce qu'ils étaient un petit peu potes, mais bon, on va pas rentrer dans le truc. Et là, les commentateurs... Oh là là Ah oui, non, parce qu'après, il y a Piper qui frappe Bagwell. C'est normal, moi aussi, hein, je vais lui casser la gueule. Le mec, il m'a coûté la possibilité de devenir président de la WCW. Et là, les commentateurs, oh là là, pourquoi il le frappe incompréhension. Enfin, on marche sur la tête, les mecs, on marche sur la tête. Va suivre une grosse pop lorsque Arn Anderson fait un spinebuster sur Buff Bagwell. Et là, alors, quand je... Oh, j'aurais pas dû dire qu'on marche sur la tête il y a 1 minute là, parce que en fait, la fin de ce truc là, c'est Arn Anderson, Ric Flair et Roddy Piper, tous les trois, ils sont devenus potes, enfin ou en tout cas ils sont alliés, ils cassent la gueule à Bagwell tous les trois. Donc je ne comprends pas ce qui se passe dans ce putain de pay-per-view. On s'en fout de la note, on va enchaîner avec un False Count Anywhere qui dure 11 minutes entre Rick Steiner et Sting, qui va se terminer par un des finishes les plus merdiques de tous les temps. Et là je pèse mes mots. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce match? Alors j'ai mis qu'il y a des matchs qu'on a envie de voir, qu'on n'a pas forcément envie de voir à Nitro, à Thunder, donc pendant les émissions hebdo. Et pourtant, ces matchs, des fois, on les retrouve en pay-per-view. C'était le cas là pour le 4 contre Horace Hogan. C'était le cas pour Van Hammer contre Mikey Whipwreck. Voilà quoi, c'est genre on est... Parce que là, on est quoi? On est à la fin? Non, il reste encore 2 matchs après.
c'est un peu comme un Baron Corbin, Bobby Lashley, vous voyez, ça passe à Raw, mais en pay-per-view, franchement, moi, j'ai pas envie de le voir, quoi. Tony Schiavone, dans sa fougue et sa verve habituelle, essaye de nous vendre vraiment cet affrontement comme un truc incroyable et de faire un petit peu la liste des points positifs et des forces de chacun. Pour Sting, alors attends, je vous le fais en anglais, mais vous allez voir, c'est mortel. Après, pour ceux qui parlent pas trop anglais, je vous le traduirai. Donc Sting, le truc que Tony Schiavone va dire. Donc le truc qui fait que Sting a un vrai avantage dans ce match, c'est que Sting a une superior leg strength. Donc le truc que donc la raison pour laquelle Sting peut éventuellement gagner le match, ou en tout cas rivaliser sérieusement, c'est parce qu'il a beaucoup de force dans les jambes. On est en plein délire, putain, quoi. Alors effectivement, donc la False Count Anywhere. Des fois, on se dit que les stipulations de match vont permettre à rendre le truc un petit peu plus intéressant. Il y a d'autres fois où la stipulation, ça rend le truc encore pire. Et là, c'est un match qui répond à cette règle à 200%. La foule est complètement morte, à tel point qu'à un moment, il y a Rick Steiner qui fait une release German, donc German suplex, où il lance le mec en arrière, il le jette, quoi, il le tient pas. Zéro réaction sur Sting, là, qui se prend cette énorme German. Ensuite, les mecs vont se balader un petit peu dans la foule. Enfin, dans la foule, non, vers l'entrée de la scène. Sting porte une souplesse à Rick Steiner directement sur la rampe. Donc, en général, ça fait du bruit ou quelque chose. Sauf que non, pas à la WCW. Parce qu'à la WCW, il y a de la moquette. Il y a de la moquette. Donc, il n'y a pas de bruit, il y a juste un vieux tout. Our internet location, WCW.com. Oh, how about a vertical suplex on the ramp? Enfin bref, c'est à hurler de rire. Ensuite, les mecs vont dans les vestiaires. Et là, tout d'un coup, il y a Tank Abbott, qui était l'arbitre lors d'un Sting contre Rick Steiner, match en cage à Nitro, quelques semaines auparavant. Donc il le frappe, why not, c'est un False Count Anywhere après tout. Et alors là, putain, franchement, c'est pas possible. Ensuite, là, il y a Scott Steiner, donc, qui est de nouveau rabiboché avec son frère depuis Slamboree le mois dernier, qui lâche des Rottweiler. Il lâche des Rottweiler sur Sting. C'est ça le finish du match. Non mais... Et non seulement c'est ça le finish du match, mais... Donc la caméra, ça valdingue un petit peu dans tous les sens pour, je pense, dans l'idée, dans le concept, ne pas trop voir ce que finalement on voit en gros plan non-stop pendant les 10-12 secondes, même plus, où Sting se fait attaquer. Parce que Sting, il a des gants ou les espèces de mitaines, enfin des machins de protection pour pouvoir se faire mordre. Tu sais, comme dans Pascal le grand frère, là, quand il jette les clébards sur l'adolescent qui est un petit peu fragile et haineux, tu sais. Sauf que là, on le voit, c'est en gros plan. Il y a les chiens qui sont là, et puis lui là, oh non. Mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, même en faisant exprès, je pense que c'est pas possible de faire un truc aussi ridicule. Et le match se termine là-dessus, alors qu'il y a plein de mecs de la sécurité, etc., qui commencent à courir. Et ça s'arrête, et là, Tony Schiavone, il fait « Oh non, on peut pas regarder quelque chose d'aussi horrible, c'est pas possible, il faut revenir sur le ring. » Et là, je me dis « Mais... Donc c'est fini. On sait même pas qui a gagné. On sait, je veux dire, quand je vous dis que c'est un des pires finishes de tous les temps, c'est véridique. Pourtant, quelques secondes après, il y a une promo avec Rick Steiner et Scott Steiner dans le ring, enfin c'est plutôt Scott Steiner qui parle, et là qui dit ouais, il dit à l'arbitre, il faut que tu déclares mon frère vainqueur parce que tout le monde l'a vu, il a battu Sting 1, 2, 3. Je dis mais c'est pour faire genre ou enfin là franchement comme on dit en anglais, j'ai fait un mental check-out. Je me suis dit j'arrête, franchement ce show je peux plus quoi. Et c'est dommage parce que après il y a le seul combat à peu près correct de tout le pay-per-view. Match pour les championnats par équipe remporté par DDP et Canyon contre Chris Benoit et Perry Saturn. Le match dure pas mal, il dure 19 minutes, je lui ai mis 3 points de suture. Allez, je pense que si on avait eu un show de catch de 2 heures auparavant, et non pas cette espèce de semi-brocante où tous les mecs essayent de revendre les trucs de catch les plus merdiques de tous les temps. Peut-être que j'aurais mis 3,5. Mais bon, déjà, je me souviens que, et là je le confirme, j'aime pas du tout la tenue de DDP Canyon qui sont accompagnés de Bam Bam Bigelow.
Parce qu'ils sont habillés tout de noir, des trucs un peu feutrés, velours, des couleurs mat, donc ça fait, enfin surtout Bam Bam Bigelow, on a l'impression que le mec s'est habillé à D4 quoi. Donc au niveau des tenues de catch, pour moi les tenues de catch sont très importantes. D'ailleurs ceux qui me connaissaient à l'époque où je catchais, c'était le truc sur lequel j'essaye de mettre le plus d'efforts, ainsi que la musique et la manière dont on rentre sur le ring, parce que eh bien, si on arrive à avoir la foule qui réagit visuellement et au niveau musique avant que le match commence, ça veut dire que déjà ils sont investis dans le combat. Et ça permet de créer plus de réactions que s'ils réagissent pas du tout alors qu'on commence le match, parce qu'il va falloir bosser, il va falloir ramer pour les impliquer dans le match. Donc voilà, si on bosse vraiment la tenue, si on bosse vraiment la musique, pour moi c'est méga important. Et là, je sais pas si c'est eux qui décidaient de leur tenue ou s'ils avaient des directives, mais dans tous les cas, cette espèce de noir, là, je comprends, c'est des heels, mais quand même, il y a des moyens de contourner le truc pour que ce soit plus, un petit peu plus bandant, quoi, tout simplement. Donc le match, 19 minutes, 3 points de suture, qu'est-ce que j'ai mis d'autre Bah non, franchement, c'est tout, je suis désolé. C'est vrai que on arrive quand même à voir qu'on est à un niveau nettement au-dessus de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas de problème de timing, il n'y a pas de problème de positionnement dans le ring, tout est fluide, tout est... voilà, ça coule de source, on voit qu'on est face à 5 grands professionnels, enfin 5, DDP, Canyon et Bam Bam Bigelow, ainsi que Chris Benoit et Perry Saturn. Ah oui, par contre, le finish... Ouais, peut-être que si le finish avait été mieux orchestré, et là, je pense que c'est... Je sais pas qui était en faute. Ouais, en fait, ça me fait un petit peu mentir parce que là, c'est un gros manquement, je trouve. À un moment, il y a Dean Malenko qui arrive au bord du ring, qui vient pour soulever son pote Perry Saturn qui est au sol. Donc, il essaie un petit peu de l'aider comme ça pour, je sais pas, peut-être le remettre dans le ring ou parce que Chris Benoit était l'homme légal à ce moment-là. Donc, j'ai pas trop compris. Et j'ai surtout pas compris pourquoi l'arbitre se détourne de l'action. Et là, il se penche à travers les cordes et il se penche vers Dean Malenko et Perry Saturn. Genre, il va voir ce qui se passe, alors que c'est même pas qu'il le frappe. Je veux dire, si un pote vient aider un pote, je veux dire, laisse-leur faire leur tambouille à l'extérieur du ring, tu vois, on s'en fout. Et ça dure super longtemps, genre 10, 12, peut-être 15 secondes, pendant lesquelles il y a le finish qui arrive derrière, alors que ça aurait dû être, torché en 2-3 secondes, hop, on se retourne, 1, 2, 3, ils ont gagné par triche, mais ils ont quand même gagné clean. Et voilà, donc là, on a 2 potes qui essayent de se soulever, et puis l'arbitre qui fait semblant de s'en soucier, alors qu'il n'y a aucune raison. Donc, malgré le fait qu'on a eu un bon match, ils ont réussi à gâcher le truc par un finish qui n'avait... je veux dire, il y a quand même plein d'autres solutions pour faire un autre finish. Allez, bref, je suis en train de perdre espoir. Donc à ce moment-là, j'ai fait pause sur le network pour aller pisser un petit coup. J'ai fait pause, je vois que le curseur, il est à 2h27, alors que le pay-per-view fait 2h39. Je me dis, mais merde. Il y a encore un clip où au moins les entrées, les mecs doivent terminer, les mecs du tag match doivent repartir. Il reste que 12 minutes de show pour tout, jusqu'à la toute fin du show, y compris le main event. Bref, donc je reviens, la fleur au fusil, je fais lecture. Et là, donc, c'est Kevin Nash contre Randy Savage pour le titre de la WCW. Randy Savage qui a à l'époque 46 ans, on voit que... franchement, c'est comme quand on voit des images de gens qui avaient 20 ans, par exemple dans les années 80 ou dans les années 60. Moi, par exemple, sur YouTube, je suis abonné à la chaîne de l'INA, donc l'Institut National d'Archives. Quand on voit des gens de 20 ans dans les années 60, franchement, on a l'impression qu'ils en ont 40. Et quand on voit des mecs de 40 ans aujourd'hui, ce qui va m'arriver dans... Allez, non, bon, j'ai encore le temps. Oui, non, ça va. Je suis plus proche de 30 que de 40, donc ça va encore. Mais des mecs de 40 ans aujourd'hui, on a l'impression que c'est des ados, quoi. Et franchement, bon, après, c'est le style de vie, la drogue, l'alcool, etc. Mais Randy Savage à 46 ans, ça pourrait être, franchement, le père de Chris Jericho ou de Shane McMahon, qui aujourd'hui sont plus vieux. Ils ont plus que 46, je crois qu'ils ont 48 et 49, ou 47, 49, bref. Donc voilà, alors ce match il dure 7 minutes, qu'est-ce que j'ai mis ? Est-ce que j'ai mis une note ? Je sais même pas, franchement on s'en tape. Allez, je vais mettre une ambulance là parce que c'était... Donc 7 minutes, non seulement Kevin Nash, on connaît son style hautement acrobatique, mais en plus de ça il vendait la blessure suite au mystérieux conducteur du Hummer blanc qui lui est rentré dans la limousine.
à Nitro là, quelques jours avant. Qu'est-ce qui se passe dans ce match? Non, il se passe que dalle. Hein. Ah oui, un low blow en plein devant l'arbitre. Voilà, vous imaginez ça. Que en plus Savage, enfin voilà. S'il y a des hommes qui regardent, une grande majorité d'hommes qui regardent, on s'est tous pris un coup dans les couilles. Ce que je supporte pas, c'est quand quelqu'un se prend un coup dans les couilles dans un combat de catch et que le mec n'est pas immobile pendant au moins 2 minutes au sol. Et là, Savage, il est genre, oh, j'ai un petit peu mal, et puis il commence à faire des signes à toutes ces gonzesses, dont Miss Madness qui va tenter un dropkick de la 3e corde, enfin qui va faire un dropkick de la 3e corde sur Kevin Nash. Et après ce dropkick, eh bien, Randy Savage monte sur la 3e corde, descente du coude, je me suis dit, bon allez, c'est bien, la torture est terminée, mais non! Surprise les gars! Kevin Nash se dégage, il se dégage, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se dégage, il arrive à revenir miraculeusement dans le match, hein. Enfin, miraculeusement, je veux dire, tout ça, c'est quand même 7 minutes de combat, hein, donc ça montre à quel point le mec, il était impacté par le finish de son adversaire. Il arrive à porter le powerbomb, le jackknife powerbomb sur Randy Savage. Ensuite, il y a Madusa, Gorgeous George et Miss Madness qui reviennent et qui frappent Kevin Nash. Là, il n'y a aucune disqualification. Vous allez voir, là, on est en pleine WCW. Là, enfin, ça, je veux dire, ça fait 2h30 là que c'est une. Donc les trois nanas, donc les nanas, là, elles attaquent Kevin Nash. Ok. Elles le frappent, mais il n'y a pas de disqualification. Pas de disqualification, sauf que, eh bien, après, genre 10 secondes après, il y a une disqualification lorsque Psycho Sid fait son retour à la WCW après avoir fait quelques pay-per-view ECW, et très probablement c'était lui, le chauffeur mystère du Homer. Il arrive, et il attaque Kevin Nash, et là c'est victoire de Randy Savage par disqualification. Je sais plus quoi dire. Je l'avais dit au début du show. Surtout en main event d'un pay-per-view, putain, qu'on fasse au moins un finish à peu près clean lorsqu'on en a besoin. Qu'on fasse le finish qu'on veut. Et ensuite, on fait l'intervention. Comme ils ont fait avec Hack et Brian Knobbs. Hack a gagné clean. Et ensuite, c'est Hugh Morris qui est intervenu. Qu'est-ce qui empêchait de faire gagner soit Nash, soit Savage de manière clean pour qu'on se dise, bah voilà, on a moins une fin un petit peu décisive. Et ensuite, on fait l'angle d'intervention pour lancer la feud prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben non. Si on veut réfléchir de manière logique et comprendre Great American Bash, c'est un petit peu quand on regarde Raw. En ce moment, il n'y a pas de logique. Les mecs font un petit peu n'importe quoi, même si j'avoue que Raw, actuellement, c'est pas encore au niveau de Great American Bash ou des Nitro de l'époque, hein, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que le cœur enjoué, on est sûr que, c'est quoi le prochain pay-per-view? Bash at the Beach 99. En plus, Bash at the Beach, il me semble qu'il avait été diffusé sur Canal+ à l'époque. J'en ai aucun souvenir, donc je pense que c'est très très mal barré. On verra ça le mois prochain. Mais ça veut dire que voilà, on a du Nash, du Sid et du Savage qui vont encore nous tenir en haleine jusqu'au mois, au moins jusqu'au mois de juillet compris. Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Hein. Je pense qu'on peut arrêter le calvaire. Ouais. Merci d'avoir regardé. Merci de m'avoir soutenu dans cette épreuve. Moi je vous dis rendez-vous bientôt pour les prochaines vidéos de la chaîne, mais aussi pour les prochains épisodes de la Nuit des Temps, car il y en a encore 2 je crois qui arrivent ce mois-ci. Franchement, au moins ça va être un autre niveau, ça va être autre chose, vous allez voir. Je les ai pas encore tournés, mais j'ai mes souvenirs des années 2000 et des années 90, donc je sais que ça va compenser pour ce pay-per-view. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir tenu le coup pendant tout ça, parce que c'est vrai que quand on est dans une piscine de chiasse, finalement on doit nager beaucoup plus longtemps que quand on est dans des belles eaux cristallines, telles que celles de certains pay-per-view qu'on a reviewé et qu'on va continuer à reviewer sur la clinique. Voilà, malgré tout, hein, gardez la passion, n'oubliez pas de regarder le Cage 24h sur 24, puis je vous dis à très vite, bye bye.